Anne Rodier. Donc, moi, je suis expert technique à l'unité technique de l'OCVV et je travaille particulièrement sur les espèces ornementales. Donc, Jean est le chef adjoint de l'unité technique et, comme il vous l'a dit, coordonne les secteurs ornemental et fruitiers. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous faire la présentation du système de protection des variétés végétales dans le système européen et de voir ensemble les caractéristiques du système et puis plus concrètement comment vous pouvez déposer des variétés. Je vais essayer de parler pas trop vite. On a entendu un petit peu tout à l'heure au début de la présentation de Anne qu'il pouvait y avoir des interférences ou des soucis dans le son. Donc n'hésitez pas à le dire par le chat si à un moment on est coupé pour pas que je continue à parler et que vous ne puissiez pas l'entendre. Et puis si vous avez des questions, eh bien posez-les aussi dans le chat ou à la fin on pourra avoir un temps de discussion. Donc voilà le déroulement de la présentation. On verra les principales caractéristiques du système européen pour bien comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. Ensuite, on verra ensemble les aspects techniques, quelles sont les conditions pour pouvoir obtenir une protection pour une variété végétale. On parlera aussi des aspects financiers, puisqu'on a compris que c'était aussi une des interrogations. Et puis, plus concrètement, comment déposer une demande, quelles sont les étapes où on trouve les informations. Donc, quelles sont les principales caractéristiques du système européen? Alors, en premier lieu, on peut se poser la question pourquoi on a eu besoin d'un système de protection des variétés végétales. Donc, vous savez tous que la création, la sélection, c'est un réel investissement pour chacune de nos entreprises. Et cette protection apporte un droit de propriété intellectuelle qui va permettre à chaque obtenteur de monnayer, d'avoir un retour sur investissement qui a été fait dans cette sélection variétale. Donc, dans ce sens-là, on peut voir ce droit d'obtenteur comme un moteur de la création variétale, comme une incitation, un moyen de ce temps qui a été passé pour créer ces nouvelles variétés. Donc, le système a été mis en place au niveau de l'Union européenne. L'Office communautaire est en charge de mettre en œuvre et de gérer ce système. C'est une agence européenne. Donc, cette agence existe depuis 1995 et aujourd'hui nous sommes environ 50 membres de personnel de 13 nationalités européennes différentes. Nous travaillons sous l'autorité d'un conseil d'administration qui est composé d'un membre de chaque État membre et d'un membre de l'Union européenne. Ici, vous avez une photo de notre bâtiment Boulevard Foch pour ceux qui le connaissent encore. Sur ce slide, vous pouvez trouver les références réglementaires, les textes qui sont le fondement de notre organisation, de notre fonctionnement. Je ne vais pas m'appesantir dessus, vous aurez la présentation et du coup, vous pouvez trouver sur notre site internet les textes en entier réglementaires. Ce qu'il faut retenir en fait de ce système, c'est que lorsque vous faites une demande pour la protection d'une variété, une procédure va être démarrée, on va vérifier votre demande, un examen technique au cours duquel on observera les plantes aura lieu dans un des États membres, et à la fin, une décision sera prise. Et cette décision, si elle est positive, donnera lieu à l'octroi d'un titre qui sera valable sur tout le territoire européen, pour l'instant sur les 28 États membres de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. On fait une demande, on dépose un dossier, il y a un examen technique au cours duquel on observe les plantes pour obtenir à la fin une décision. Donc vous comprenez que du coup, c'est un système qui permet aussi aux obtenteurs de gagner du temps et d'être efficace dans la protection de leur variété ou de l'Union européenne. Lorsqu'on bénéficie d'une protection européenne, cette durée de la protection est de 25 ans pour la plus grande partie des espèces et 30 ans pour les vignes, les arbres et les pommes de terre. Qui a le droit de faire une demande de protection? Tout le monde, que vous soyez citoyen européen ou hors Europe. Dans ce cas-là, vous devez avoir un représentant qui est basé en Europe et que vous soyez une personne individuelle ou une entreprise. Il est aussi important de comprendre que vous bénéficiez d'une protection provisoire entre le moment où la demande de protection est publiée sur notre gazette, sur notre site internet, et le moment où la décision sera prise, sous réserve que cette décision est positive. Donc c'est important de comprendre, je pense que ça avait été aussi une des questions posées par les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Cette protection provisoire existe donc, et à partir du moment où vous déposez une demande, cette demande est publiée, donc est connue de tous, est publiée sur notre site internet. À partir de cette date de publication, vous bénéficiez d'une protection provisoire que vous pourrez faire valoir à partir du moment où le titre aura été octroyé.
Quels sont les effets du droit d'obtenteur? Une fois que vous avez obtenu ce titre de protection, eh bien, on devra demander l'autorisation du détenteur du titre dès que l'on voudra ou produire ou reproduire cette variété, ou la vendre, ou l'offrir à la vente, ou l'exporter ou l'importer dans la communauté européenne. Donc ça, c'est tous les effets directs qu'a ce titre de protection. À côté de ça, il y a deux choses importantes aussi à comprendre dans le système européen, qui sont les deux points forts du système européen. La première est surtout l'exception du sélectionneur, ce qu'on appelle du coup reader exemption, c'est-à-dire qu'en fait, une variété, quand elle est protégée, elle reste tout de même disponible pour les autres sélectionneurs, dans la mesure où vous l'intégrez dans vos croisements de sélection, et ce que vous obtenez à la fin est bien différent de cette variété protégée que vous avez utilisée au départ. Mais vous avez le droit de l'introduire dans vos croisements, dans votre sélection, sans avoir à payer de royalties, sans avoir à payer quoi que ce soit sur cette variété, même si elle est protégée. C'est ce qu'on appelle donc l'exception du sélectionneur, et ce qui veut dire que le matériel génétique reste disponible pour tout le monde, sous réserve qu'après, en l'organisant différemment par des croisements, on obtienne quelque chose de différent. Donc ça, c'est vraiment un point fort du système européen, qui est différent du coup du système des brevets. La deuxième exception qu'il est important de connaître est l'exception de l'agriculteur, ou ce qu'on appelle aussi les semences de ferme. Et ça, bon, on y passe moins de temps dans le secteur ornemental, puisque ça concerne les espèces agricoles qui sont listées et pour lesquelles il est possible, dans certaines circonstances, de réutiliser les semences issues de variétés protégées. Donc ça, c'est deux choses aussi très importantes à retenir du système européen. Ensuite, quand on bénéficie d'un titre de protection, il est important de comprendre que c'est au détenteur du titre de faire valoir ses droits. Le CEV n'a plus de rôle à proprement parler sur l'application de ce droit. Et quand on est face à un cas de contrefaçon, ça se règle au niveau de la Cour nationale du pays dans lequel la contrefaçon a eu lieu. Donc ces cours nationales sont compétentes pour étudier et répondre à ces cas de contrefaçon sur la base du titre de protection. Mais c'est à chaque détenteur du titre d'être vigilant, de suivre ce qui se passe et donc de faire valoir ses droits en cas de besoin. Enfin, pour finir un peu la présentation globale du système, il faut savoir que toutes les espèces et tous les genres botaniques peuvent bénéficier d'un titre de protection. Je pense que c'était aussi une des questions que vous aviez pu évoquer. Si j'ai envie de demander un titre de protection pour une espèce pour laquelle il ne semble qu'aucune demande n'ait encore été faite, c'est pas un problème, vous avez le droit de la demander et à ce moment-là, nous, on va chercher un office d'examen qui sera en mesure de faire ce test. Ça peut prendre un peu plus de temps que pour les espèces pour lesquelles on a l'habitude évidemment d'organiser des examens techniques, puisqu'il va falloir trouver quelqu'un de compétent, il va falloir mettre en place un protocole, mais il est possible d'obtenir un titre de protection pour toutes les espèces botaniques. Et enfin, l'ensemble du système et des examens techniques qui vont avoir lieu sont basés sur des critères essentiellement morphologiques. On le verra un peu plus en détail dans la partie suivante. Donc voilà pour ce qui était les principales caractéristiques du système. Vous avez bien compris, une demande, une procédure, un examen technique, un titre qui peut être valable jusqu'à 25 ans sur l'ensemble du territoire européen. Si maintenant on va un peu plus dans le détail concernant les aspects techniques et quelles sont les conditions pour obtenir ce titre de protection, eh bien, il y a 5 conditions. Il faut que cette variété candidate, cette variété que vous déposez, elle doit être nouvelle. Donc, on verra un petit peu après ce que ça signifie d'un point de vue réglementaire. Cette variété doit avoir une dénomination variétale appropriée qui répond à un certain nombre de règles qui sont définies dans un guideline. Et cette variété doit être distincte, homogène et stable, ce qu'on appelle la DHS. Donc, pour vous expliquer un peu mieux ce que signifie la nouveauté. Donc, c'est un critère réglementaire qui signifie que la variété ne doit pas avoir été commercialisée depuis plus d'1 an au sein de l'Union européenne ou depuis plus de 4 ans hors Union européenne, ou 6 ans quand on parle d'arbres ou de vignes. Donc, c'est un concept qui est lié à la commercialisation, à la nouveauté commerciale d'une variété. Ça n'a rien à voir avec la distinction dont on parlera après. Donc, pour être protégé, c'est vraiment une condition sine qua non. Une variété doit être nouvelle et c'est une déclaration de l'obtenteur. Comme
quoi vous n'avez pas vendu votre variété depuis plus d'1 an ou depuis plus de 4 ans hors Union européenne. Sur ce concept, donc je vous disais, c'est une déclaration qui est faite par l'obtenteur auquel on fait confiance dans les documents de dépôt de la demande. Et il y avait aussi une question qui avait été posée auparavant. Si, en tant qu'obtenteur ou producteur, je me rends compte que quelqu'un a déposé une variété, a demandé une protection pour une variété, et moi je la connais depuis un certain nombre d'années, donc je pense que cette nouveauté n'est plus respectée, alors vous avez le droit tout à fait de nous informer de ça, soit du coup simplement de nous envoyer un message, ou donc de faire une procédure d'objection. Vous contestez une procédure qui est en cours en disant « je pense qu'elle ne respecte pas une des conditions nécessaires à la protection » et ensuite, à ce moment-là, s'ouvre une procédure dans laquelle on va essayer de comprendre en effet s'il s'agit bien de cette même variété qui est déjà commercialisée depuis un moment ou d'une autre, et puis on prendra une décision. Mais c'est tout à fait important aussi que chacun soit vigilant à ce qui se passe sur le marché et que vous nous transmettiez ce genre d'informations si vous en êtes au courant. Ensuite, je ne passerai pas trop de temps sur les dénominations variétales, mais sachez qu'il y a un certain nombre de règles auxquelles doit répondre la dénomination que vous allez proposer. Et si vous proposez une dénomination qui n'est pas acceptée, vous pouvez en proposer une autre tout au long de la procédure, de manière à avoir un nom qui soit à la fin accepté. Ensuite, on a vu donc que les 5 conditions, c'était être nouvelle, avoir une dénomination, puis être DHS. Donc, pour vérifier qu'une variété est bien DHS, un examen technique va être réalisé dans un des centres nationaux, dans un des offices d'examen qui est accrédité par l'OCVB. On a un système qualité qui permet de visiter chaque office d'examen et d'appliquer et harmoniser les techniques qui sont utilisées dans ces offices d'examen. Donc, chaque office est audité puis accrédité et réalise un certain nombre d'examens techniques pour certaines espèces. Ces examens techniques n'ont pas tous la même durée, ça dépend de l'espèce. Pour les ornementales, en majorité, les examens durent 1 an, pour certaines espèces 2 ans, et quand on mentionne 4 ans, il s'agit des espèces fruitières, de manière à avoir le temps jusqu'à la fructification. Donc ici, vous avez une carte qui représente l'ensemble des offices d'examen avec lesquels on travaille. Donc il peut y en avoir un par État membre ou plusieurs. En Italie, en Espagne, on a plusieurs offices d'examen. Pour ce qui est de la France, on travaille donc avec le GLS, qui a plusieurs stations, mais un seul office d'examen. Voilà, vous avez ici la répartition des États membres et du lieu du siège des offices d'examen. Ce qui est important de savoir, c'est que vous avez cette information disponible sur notre site internet, une page qui s'appelle la S3, c'est un peu le jargon au CVV, mais du coup, sur cette page, vous pouvez trouver la liste des offices qui sont compétents avec les espèces concernées. C'est-à-dire que si vous cherchez pour une espèce particulière qui pourrait me faire l'étude DHS, vous allez trouver sur cette page, du coup, pour telle espèce, il y a 1, 2, 3 offices compétents. Il faut savoir que dans le secteur ornemental, une grande partie des espèces sont centralisées, ce qu'on appelle centralisées, c'est-à-dire qu'elles sont testées que dans un office d'examen européen. En règle générale, ce n'est pas valable pour toutes les espèces, mais en règle générale, il y en a un. Alors que, par exemple, si on parle du secteur agricole, pour le maïs, vous allez avoir 10 ou 12 offices d'examen accrédités à l'OCVB. Donc voilà, c'est ce que je vous disais dans cette page web, donc la page S3, vous avez la liste des offices compétents selon les espèces. Donc ici, sur l'exemple de la rose, on peut voir que pour ce qui est des roses de jardin, on a le NIAB en Angleterre et le Bull of Tottenham qui sont compétents. Pour les roses de fleurs coupées, c'est le Nactenbo et pour les aux Pays-Bas. Et pour les pot plants, c'est aussi en Allemagne. Donc, au cours de cet examen technique, les plantes sont réellement cultivées et observées, ce qui veut dire aussi que vous allez être amené à soumettre du matériel. Et ça, c'est vraiment important pour vous d'être au courant de ce que vous allez devoir soumettre, j'allais dire, assez tôt, et même avant de faire une demande de protection, puisqu'à partir du moment où vous faites votre demande, on vous demandera à soumettre le matériel dans la période qui suit.
et vous êtes obligé de soumettre ce matériel. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de reporter l'examen à l'année suivante. Parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où vous demandez une protection, eh bien cette variété existe vraiment. C'est pour ça qu'on a parlé aussi de protection provisoire. Donc, à partir du moment où cette demande est publiée, vous bénéficiez d'une protection provisoire, donc cette variété existe, donc vous devez être en mesure de la soumettre. Donc c'est important vraiment d'être au courant de ce qu'il va falloir soumettre et à quelle période pour pouvoir préparer vos jeunes plants, vos pousses, vos arbres dans certains cas. Et donc cette information est disponible sur notre site internet, sur la page S2, et donc ça s'appelle soumission du matériel végétal ou quelque chose comme ça. Et donc là, encore une fois, vous choisissez l'espèce qui vous intéresse. Ici pour les Phalaenopsis, on voit que s'il s'agit donc d'une soumission en janvier, vous allez devoir la soumettre entre le 1er janvier et le 31 janvier et soumettre 10 jeunes plants avec un certain nombre de caractéristiques. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, important pour vous de le regarder, de l'étudier et d'être prêt à soumettre ces plantes dès que vous avez fait un dépôt. Sur cet écran, donc vous voyez quelles sont les dates auxquelles vous allez devoir soumettre votre matériel. Et donc voilà, soumission, la date, le début de la date de soumission, fin de la date de soumission, en quelle quantité je peux soumettre mes plants, de quelle qualité, quelle forme de plants je peux soumettre. Et il y a une autre information qui est très importante qui s'appelle la closing date. Je n'en ai pas parlé encore jusqu'à présent, mais cette date change selon les espèces et elle est importante à retenir parce qu'en fait, c'est la date il faut déposer votre dossier avant cette date-là si vous voulez qu'il soit testé dans le cycle suivant. Donc là, on voit l'exemple pour les orchidées du 30 septembre. Donc si vous nous déposez un dossier le 20 septembre, du coup, qui est avant la closing date, et bien du coup, vous allez être demandé de soumettre le matériel pour la période suivante qui est au 1er janvier. Si vous déposez après la closing date, ce sera du coup l'année suivante ou la période suivante. Dans le cas des Phalaenopsis, c'est vrai qu'il y a deux périodes de soumission puisqu'il y a deux tests qui se font dans la même année. Mais quand on est dans le cas d'une espèce où il y a un seul test par an, soit vous déposez avant la closing date et du coup votre variété va être incluse dans le prochain cycle de croissance, prochain examen technique qui aura lieu et vous devrez soumettre les plantes. Ou si vous déposez après la closing date, ce sera du coup pour la période supplémentaire. On verra tout à l'heure un schéma qui résume un peu toutes les étapes. Mais du coup, cette closing date est aussi importante puisque ça nous arrive des fois d'avoir des demandes juste après la closing date, alors que le demandeur avait préparé tout son matériel et voudrait le soumettre, mais ça n'est pas accepté. Ce sera pour l'année d'après. Donc, au cours de cet examen technique, on va vérifier que la variété candidate est clairement distincte de toutes les variétés qui existent déjà. C'est pour ça qu'il existe des collections de références dans lesquelles sont incluses toutes les variétés commercialisées, protégées, inscrites quelque part. Et c'est une des tâches importantes des offices d'examen de tenir à jour ces collections de références qui peuvent être soit des bases de données, qui sont dans tous les cas des bases de données avec des données descriptives et des photographies. Et en plus de ça, certains offices ont des collections vivantes de matériel pour pouvoir établir ce travail de distinction. Et juste pour revenir sur la distinction, donc dans les cas où il n'y a pas de collection vivante, mais du coup l'office d'examen a repéré qu'il y avait un certain nombre de variétés qui sont proches de la variété candidate, ces variétés proches vont être commandées et vont être cultivées côte à côte avec la variété candidate. Et au cours de l'examen, on va pouvoir vraiment les observer, les comparer et juger visuellement si elles sont bien distinctes par un des caractères du protocole. C'est important de savoir que du coup, il y a un vrai travail qui est fait pour rapprocher les variétés qui semblent justement similaires et ensuite être capable de les distinguer. Ensuite, au cours de l'examen, on va également vérifier que la variété est uniforme. Donc pour ça, il y a différentes règles qui sont prises en compte et qui sont détaillées dans les protocoles et pour établir les seuils d'homogénéité, la méthode de multiplication est prise en considération. Et toutes les caractéristiques du protocole sont observées. Donc vous avez ici des illustrations de variétés qui n'ont pas été jugées uniformes, ou au moins une plante. Alors il y a des seuils différents selon le nombre de plantes qu'on observe, selon la méthode de propagation, mais qui permettent de décider si à la fin la variété est jugée uniforme ou non.
Ensuite, donc dans l'acronyme DHS, il y a bien le S qui dit qu'on doit vérifier que la variété est stable. Quand on observe les plantes au cours d'un seul cycle, c'est difficile de juger vraiment de la stabilité. On part généralement du principe qu'une variété qui est suffisamment uniforme sera stable au fur et à mesure des multiplications. Et là encore, toutes les caractéristiques sont observées si on observe plusieurs années. Donc cet examen technique réalisé par les centres d'examen est basé sur des protocoles techniques. Donc soit il existe un protocole OCVV qui est dans ce cas disponible sur notre site internet. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 180, tous secteurs confondus. Donc, dans un protocole OCVV, vous retrouvez un certain nombre d'informations générales sur comment mettre en place cet essai, quels vont être les seuils d'homogénéité, etc. Et à la fin, ce qui est surtout intéressant, c'est la liste des caractères qui vont être observés, la liste des caractères DHS pour cette espèce en particulier, des caractères morphologiques, descriptifs, principalement environnemental. Dans les cas où il n'y a pas de protocole technique, ce qui existe assez fréquemment dans le secteur ornemental vu qu'on a un grand nombre d'espèces différentes, dans ces cas-là, l'Office d'examen applique le guideline UPOV, donc l'UPOV qui est l'instance internationale qui s'occupe de protection des variétés végétales et du coup qui a défini un certain nombre de guidelines pour beaucoup d'espèces. Donc, on utilise le guideline UPOV s'il existe. Et si, de nouveau, il n'y a ni protocole OCVV ni protocole UPOV, ce qui arrive, encore une fois, eh bien, l'Office d'examen établit un protocole national. Donc, un certain nombre de règles et d'informations à mettre dans ce protocole, mais les offices d'examen sont en charge de définir ces protocoles nationaux. Et donc, du coup, on a la liste des caractères qui vont être observés et qui est disponible. Pour essayer de clarifier un peu dans les esprits aussi à quoi va servir ce rapport DHS. Donc une fois qu'on a fait cette étude, où on a vérifié la distinction, l'homogénéité et la stabilité de nos variétés, on obtient un rapport DHS dans lequel on va dire que la variété est bien distincte, homogène et stable, et on va joindre une fiche descriptive où on aura une description de chaque caractère du protocole. Donc cette fiche descriptive avec le rapport final correspond au rapport DHS. Et ce rapport DHS peut servir à plusieurs choses. C'est important d'essayer de bien comprendre ça parce qu'il y a souvent des confusions dans les esprits, puisque le même document sert à plusieurs procédures en effet. Donc, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est cette partie-là du slide, c'est-à-dire que ce rapport DHS va nous permettre de prendre une décision pour délivrer un titre de protection, qui est donc de la propriété intellectuelle. Et ici, à l'OCVV, on s'occupe de protection communautaire européenne. Mais il existe aussi des instances qui s'occupent de protection nationale. On a nos collègues de l'INOV, je pense, qui nous écoutent aujourd'hui, donc qui s'occupent de la protection nationale au niveau français. Donc ce même rapport DHS peut servir à une protection nationale, à une protection communautaire. Et dans ces cas-là, donc, permet la délivrance d'un titre de propriété intellectuelle. Mais ce même rapport DHS peut être utilisé également dans une procédure d'inscription au catalogue. Donc il y a aussi des catalogues nationaux puis un catalogue communautaire. Et dans ce cas-là, l'inscription au catalogue donne un accès au marché, un droit à la commercialisation. C'est deux procédures complètement différentes. Vous savez que pour les espèces agricoles, potagères et même fruitières, pour être commercialisées, on est obligé d'être inscrit au catalogue. Donc il faudra forcément faire une procédure d'inscription. Du coup, il faudra un rapport DHS. Par contre, personne n'oblige à faire une procédure de propriété intellectuelle. Ça, c'est la démarche de l'inventeur de demander un titre de propriété. Pour ce qui est du secteur ornemental, il n'y a pas de catalogue. Donc, pas d'obligation d'être inscrit pour accéder au marché et pas d'obligation non plus d'être protégé. Mais du coup, voilà, c'était important, je pense, de faire la distinction entre ces deux procédures qui sont sur des concepts complètement différents. D'un côté, c'est un accès au marché avec une inscription au catalogue obligatoire pour certaines espèces, et de l'autre, c'est une propriété intellectuelle, une protection de ce qui a été créé. Mais le même rapport DHS sert dans les deux procédures, et dans ces cas-là, il y a des possibilités de rachat. Évidemment, on ne va pas refaire le même examen DHS s'il a déjà été fait dans une autre procédure, dans un office d'examen accrédité par le CVV. Donc,
En résumé, quel est notre rôle, nous, à l'ECVV, dans cette procédure technique? On est l'interlocuteur entre les demandeurs et les centres d'examen. C'est nous qui organisons d'un point de vue administratif et technique au départ cet examen et nous restons l'interlocuteur entre les demandeurs et les centres d'examen. À la fin, la décision est prise de délivrer le titre par le CVV, par le président de l'OCVV. On a également un rôle d'harmonisation au sein de l'Union européenne, puisque vous avez vu qu'il y a un grand réseau d'offices d'examen différents, et régulièrement on organise des réunions d'experts par secteur pour harmoniser le mieux possible ces examens techniques, que les mêmes décisions soient prises, quel que soit l'examen technique concerné, et qu'on prenne les protocoles de la même manière. Et justement, ces réunions sont l'occasion de discuter ces protocoles et la compréhension de l'uniformité. Voilà, on a un rôle important dans cette harmonisation entre les États membres. Et on est l'interlocuteur, du coup, privilégié avec les demandeurs. Les demandeurs, bien sûr, peuvent aller visiter les essais et dialoguer tout à fait avec les examinateurs qui font l'examen technique. Toutefois, à chaque fois, le CVV est partie prenante de la discussion. Donc voilà pour ce qui était des aspects techniques, vraiment les plantes, comment on les regarde, ce qu'on va faire pour décider. À côté de ça, il y a évidemment les aspects financiers, combien ça coûte. Donc il faut savoir que le CVV est une agence européenne, mais est 100% autofinancée. On ne reçoit pas d'argent de Bruxelles, on reçoit en fait des taxes qui sont perçues par les clients, qui sont versées par les clients lorsqu'ils font des demandes. Et l'Office n'a pas vocation à générer des bénéfices. C'est aussi pour ça que certaines taxes, par exemple comme la taxe annuelle ou la taxe de demande, peuvent varier de temps en temps puisqu'on équilibre un peu notre budget. Si d'un seul coup on se rend compte qu'il y a un peu trop d'argent, on diminue les taxes ou à l'inverse, voilà, c'est pour essayer d'avoir une réserve la plus basse possible. Mais il est important de savoir que du coup on ne dépend pas de Bruxelles et que le système est autofinancé par les parties prenantes du système. Donc combien ça coûte? Alors à partir du moment où vous faites une demande, il y a une taxe de demande, une taxe administrative, qui est de 450 € si vous déposez en ligne et de 650 € si vous déposez sur papier. Ça fait maintenant 2 ans peut-être qu'on a mis en place cette différence de prix entre le online et le papier pour inciter évidemment davantage les clients à le faire online. Aujourd'hui, on est à 97-98% de dépôt online. Ensuite, il y a une taxe d'examen qui est à payer par an, par cycle DHS, et qui peut varier selon l'espèce, entre 1 400 € et 3 200 € selon les espèces. Et ça, cette taxe est à payer chaque année. Donc, quand vous faites un dépôt, vous savez que votre variété va être étudiée normalement sur 1 an ou sur 2 ans. Vous pouvez prévoir le budget qui sera payé. Mais il arrive aussi qu'il était prévu de faire 1 an et une deuxième année va être nécessaire parce que soit les plantes ne se sont pas assez développées, soit la distinction n'est pas suffisamment claire. Donc, il arrive que des années supplémentaires soient organisées et facturées aux demandeurs. Une fois que votre variété a été protégée, pour maintenir le titre de protection, il y a une taxe annuelle qui est de 330 €, donc qui est à payer chaque année et qui n'est plus à payer à partir du moment où vous arrêtez de protéger votre variété. Puisqu'on a vu que ce titre de protection pouvait être valable 25 ans, mais vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Donc voilà pour les coûts. Juste pour votre information, tous les offices d'examen reçoivent le même montant pour un examen technique d'une même espèce. Et cette taxe d'examen qu'on vous demande, vous obtenteurs, ça correspond environ à 85% du coût réel. Il y a une partie qui est reversée, qui est complétée par le CVV. Ici, vous avez plus en détail les coûts, les coûts des taxes d'examen pour les espèces ornementales. Donc, ça dépend du fait si votre variété va être testée en serre ou outdoor. Et ça dépend aussi si il existe une collection de références vivante dans l'office d'examen ou pas. C'est évidemment un petit peu plus cher d'avoir une collection de références puisque l'office d'examen doit la maintenir. Par contre, ça a l'avantage d'éviter
plus facilement des années supplémentaires pour vérifier la distinction, puisque normalement, toutes les variétés sont dans la collection de référence. Donc ça dépend des espèces, ça dépend des offices d'examen, et voilà un peu les coûts, qui sont en vigueur aujourd'hui. Donc, pour une espèce particulière, si vous nous demandez quel est le coût exact, puisque là, on a des chiffres, groupe 8, 9, 10, 11, 12 qui ne vont pas vous dire grand-chose, eh bien, ce détail est disponible sur la page S3, dont on a parlé tout à l'heure, sur laquelle on voit quel est l'office d'examen qui peut tester cette espèce particulière et à quel prix. Donc ça, c'est disponible aussi en avance pour vous. Donc voilà pour l'aspect financier. Maintenant, concrètement, en espérant que du coup, tous ces arguments et cette présentation vous donnent envie de déposer une demande, concrètement, comment faire? Alors, du coup, il y a deux possibilités, on l'a vu, soit en ligne, soit en papier. Donc, en ligne, c'est sur notre site internet avec un système d'identifiant et mot de passe et de signature électronique pour sécuriser votre demande. Et ici, on voit sur le graphe l'évolution donc du nombre d'applications, du nombre de demandes qu'on a reçues depuis 2010, puisque le système online a démarré en 2010. Donc, vous voyez, en 2017, on était à 95 et là, on est un petit peu plus. Donc, on vous incite vivement à déposer online. Donc, quels sont les documents à fournir quand on dépose une demande? Eh bien, il y a un formulaire de demande, application form, dans lequel un certain nombre de données administratives et j'allais dire de relations aussi dans votre entreprise, qui est le détenteur, qui est le demandeur et qui deviendra le futur détenteur du titre, qui est l'obtenteur, est-ce que la variété a déjà été commercialisée, etc. Donc tout ça est à remplir dans le formulaire de demande. Il y a un questionnaire technique qui là décrit plus précisément la variété. Donc il existe certains questionnaires techniques spécifiques par espèce, ou si c'est une espèce trop mineure ou trop originale, j'allais dire, il y a des questionnaires techniques généraux pour les fleurs coupées, pour les plantes en pot, pour les plantes vivaces. Et donc dans ce questionnaire technique, on va vous demander de décrire un peu la variété avec souvent des échelles de notes. C'est pas toujours facile de bien remplir, de bien savoir est-ce que ma variété est très grande, grande, moyenne. Donc vous avez aussi des variétés exemples qui sont citées souvent. Donc vous pouvez vous référer à ces variétés. Est-ce que ma variété se rapproche plutôt de celle-ci ou celle-ci? Et il est possible des fois, pour certains caractères, de cocher plusieurs notes si jamais vous avez un doute, ou de l'ajouter aussi. Il y a toujours des box information, other. Donc on vous encourage à mettre le plus d'informations possible dans ces questionnaires techniques, parce que ça va aider pour l'examen technique qui va avoir lieu, ça peut aider pour la sélection des variétés similaires. Donc c'est vraiment, faut les remplir avec le plus de soin possible, tout en sachant qu'il est difficile des fois de bien décrire précisément sa variété par rapport à ces échelles, mais du coup, il y a des outils, soit avec les variétés de référence, soit en mettant des remarques supplémentaires. Il est aussi possible de demander à garder confidentielles certaines parties de ce questionnaire technique, notamment ce qui concerne le schéma de sélection. Donc là, il faut indiquer que vous souhaitiez garder cette information confidentielle. Et pour ce qui est des espèces fruitières et ornementales, une photo est obligatoire. Donc également la plus représentative possible. Après, pour ce qui est des couleurs, c'est bien que c'est toujours un petit peu difficile, mais donc ça, c'est pour les documents obligatoires. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres documents s'il y a un représentant, s'il y a besoin d'un document de cession du demandeur à l'obtenteur, s'il y a déjà une proposition de dénomination variétale. Voilà, il y a différentes choses qui peuvent être ajoutées, et la taxe de demande à payer à cette étape-là ou dans les 2 semaines suivantes. Toutes ces étapes sont détaillées en fait dans un document qui est disponible sur notre site internet qui s'appelle Notes for Applicants, qui existe en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en néerlandais, et du coup qui reprend chacune des étapes et des documents à soumettre en expliquant bien quelles sont les particularités. Donc je vous encourage à regarder ce document avant de faire un premier dépôt, ça aide bien à comprendre les enjeux de cette étape. Et quand vous déposez online, en fait, il y a un certain nombre de questions qui sont obligatoires, et si jamais vous n'avez pas répondu ou il y a quelque chose qui ne va pas, ça bloque et on vous dit pourquoi. Donc ça
évite d'envoyer des dossiers qui ne sont pas complets et qui après n'auraient pas de date de demande, etc. Donc, normalement, le système est fait pour vous permettre d'avoir de l'aide au fur et à mesure et faire le meilleur dépôt possible. Quand vous déposez une demande et que votre dossier est complet, vous obtenez tout de suite une date de demande. Et cette date de demande est la date à laquelle votre demande est jugée valide par le CVP, c'est-à-dire que des fois, il nous manque des petites informations qui ne sont pas primordiales au dossier, mais qui sont importantes de compléter. Dans ces cas-là, on vous donne une date de demande et on complète ensemble les petites informations manquantes. Et de temps en temps, il manque une information vraiment primordiale au dossier. Il manque la photo, il manque le schéma de sélection. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de date de demande tant que le dossier n'est pas complet. Et cette taxe de demande est importante, puisqu'ensuite, en fonction de cette taxe de demande, la demande sera publiée dans la Gazette, démarrera la protection provisoire. Cette date est aussi prise en considération dans la distinction. Voilà, toute une procédure derrière. Alors ça, donc du coup, à partir du moment où vous déposez la demande, j'attire votre attention à nouveau sur le fait que vous devez être en mesure de soumettre le matériel végétal dans le cycle suivant. Et il n'y a pas de possibilité de report si le matériel n'est pas prêt. Donc il y avait aussi des questions, je pense, qui disaient est-ce que je peux faire déposer une demande et puis si jamais j'ai pas de matériel, je ne le soumets pas. Alors, vous pouvez déposer votre demande. Si vous n'avez pas de matériel à soumettre, le dossier va être refusé ou vous retirez le dossier. Et voilà, la procédure s'arrête. Du coup, c'est pas possible de reporter, mais ce qui veut dire que dans ces cas-là, vous avez quand même payé la taxe d'examen et cette taxe est perdue dans ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien savoir et anticiper, être prêt à soumettre votre matériel et à suivre la procédure en entière pour ne pas perdre cette taxe de demande. Donc cette information est disponible sur la page S2 et on est aussi tout à fait disponible pour répondre à vos questions avant de faire un dépôt si vous avez le moindre doute sur ce calendrier. Donc ici, pour résumer ensemble ce qu'on a vu sur la procédure, donc à partir du moment où vous déposez votre dossier online ou en papier et qu'il est complet, on va vous donner donc une date de demande, une date d'application. Ensuite, cette demande va être publiée dans notre gazette et à partir de là, va démarrer votre protection provisoire. Si vous avez bien déposé votre demande avant la closing date de cette espèce, et bien du coup, on va vous demander de soumettre du matériel pour la période suivante. Donc, il y a généralement 1 ou 2 semaines, 1 mois pour soumettre ce matériel. On vous dit aussi où l'envoyer, avec un certain nombre de règles à bien étiqueter votre matériel, bien l'impacter pour éviter les soucis aussi de livraison. Et la fin de période de soumission de ce matériel végétal correspond pour nous au début de l'examen technique. Et c'est à cette date-là que la première taxe d'examen doit être réglée. C'est vraiment la deadline pour la payer. Vous recevez cette taxe à payer en même temps qu'on vous demande le matériel. Ensuite démarre concrètement l'examen technique, donc qui se passe dans l'office d'examen. Vous êtes tout à fait libre d'aller visiter les essais pour voir si tout va bien. S'il se passe un problème pendant l'examen technique, vous serez informé. Vous recevrez un message qui vous dira il y a un problème d'homogénéité, il y a un problème de croissance, il y a un problème de distinction, et vous serez aussi invité à aller visiter. On vous encourage à le faire. Ça permet généralement de mieux comprendre comment se passe l'examen et d'échanger pas mal d'informations aussi avec l'examinateur. À la fin de cette période d'examen, on reçoit un rapport final donc avec la fiche descriptive et la décision sur le fait que la variété est bien DHS. Ce rapport final vous est envoyé à vous, le demandeur, et vous avez là un délai pour le commenter. Si jamais vous avez des remarques à faire, ou au contraire, si vous êtes d'accord, vous nous dites tout de suite. Et passé ce délai de 2 mois, une décision est préparée à l'office. Donc, si tout va bien, un titre est délivré et vous le recevez par une plateforme électronique. Et s'il y a eu un souci, au cours de l'examen DHS, vous en avez été informé au cours de la procédure, vous en avez été informé avec le rapport final,
Vous avez la possibilité de retirer le dossier parce que voilà, il n'y a pas de raison d'aller plus loin, ou alors on va jusqu'au bout et à ce moment-là, il y a une décision négative qui est rédigée et publiée. Voilà pour le processus en entier du dépôt de la demande. Alors ça, c'est pour des examens, des espèces qui sont testées en un an. Si jamais on a une espèce, une variété qui va être testée au cours de 2 cycles, évidemment, au lieu d'avoir un rapport final ici, on a un rapport intérimaire et on explique au cours de son rapport intérimaire que tout s'est bien passé, mais qu'une deuxième année est nécessaire parce que ce sont testé en 2 ans pour un certain nombre d'observations, ou qu'il y avait une distinction à vérifier, quelque chose, et on repart du coup pour un nouvel examen technique, avec soumission ou pas, selon les espèces, selon les situations, et une deuxième taxe à payer. Voilà. Donc c'est important d'avoir en tête la closing date pour vos espèces, la période de soumission et quelles sont les quantités de matériel à soumettre. Du coup, je vais passer plus vite là. Les avantages du dépôt en ligne, on l'a déjà évoqué. Sur notre site web, vous avez un certain nombre d'informations qui peuvent vous aider. Donc l'AS3 avec les offices compétents, l'AS2 avec toutes les données techniques, les protocoles, les taxes, les notes for applicants et aussi un help center avec un certain nombre de questions qui pourraient vous aider. Si aujourd'hui vous souhaitez vérifier qu'une variété en particulier est protégée ou non, vous avez cette information donc dans notre base de données. Alors, on l'a bien sûr dans le bulletin officiel, mais c'est plus facile de vérifier ça dans la base de données qu'on appelle Variety Finder, qui est disponible sur notre site internet. Il faut un login, un password, mais ça tout le monde peut les avoir. Et là-dessus, vous aurez la liste en cherchant soit avec une dénomination, soit en cherchant par espèce, de toutes les variétés qui sont protégées en Europe, au niveau national et dans certains membres de l'UPOF. Je vais passer rapidement sur quelques statistiques parce que le temps avance et si on va avoir le temps de poser quelques questions. Donc, vous voyez ici l'évolution du nombre de demandes depuis les 10 dernières années. Donc, on est chaque année autour de 3000-3200 demandes, avec une majorité dans le secteur ornemental, environ 50% des demandes pour des espèces ornementales. Ici, d'où viennent les demandes? Alors, principalement, en Europe, pour ce qui est donc les barres rouges, on voit les demandes originaires d'Europe, principalement des Pays-Bas, de la France, de l'Allemagne, et puis on voit ensuite, vous voyez la liste qui continue. Et pour ce qui est des demandes hors Europe, en grande partie des États-Unis, de la Suisse et du Japon, et vous avez aussi la liste de tous les autres pays qui ont fait des demandes à ce jour. Ici, vous avez sur ce graphe illustré le nombre de variétés qui sont protégées dans le système européen aujourd'hui. Donc, on est autour de presque à 30 000. On a 25 000, je ne vois plus la fin. Donc, de variétés qui sont protégées, donc encore valides, qui ont encore un titre valide. On en a protégé plus, mais un certain nombre ont arrêté la protection. Et chaque année, on protège environ un petit peu moins de 3 000 variétés par an. Excusez-moi, il y a la souris qui... Voilà. Ici, on illustre le nombre d'espèces différentes qui ont fait l'objet d'une demande de protection. Donc, ça répondait un petit peu à la question, si j'ai une espèce pour laquelle il n'y a jamais eu de demande, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez quand même la déposer et on va mettre en place un nouveau protocole, un nouvel office d'examen. Chaque semaine, on reçoit des demandes pour des espèces qu'on n'a encore jamais étudiées au sein de nos CVV. On appelle ça des nouvelles espèces, c'est pas des nouvelles espèces au sens botanique, mais par rapport à notre système. Donc aujourd'hui, on est à plus de 2000 espèces taxons botaniques différents qui ont été étudiés. Là, vous avez du coup le nombre de demandes par espèce pour avoir une illustration un peu des principales espèces dans le système. Donc, pour ce qui est des ornementales, la première espèce, ce sont les roses, ensuite les chrysanthèmes, et selon les années, les phalaenopsis, l'année dernière, du coup, 134 demandes de protection pour les phalaenopsis. Je vous laisserai du coup plus de temps pour regarder ça tranquillement chez vous. Quelques exemples encore de du nombre de demandes qu'on a reçues du coup, depuis le début du système.
pour certaines espèces qui vous intéressaient un peu plus particulièrement aujourd'hui. Donc, depuis le début du système, pour les roses, on a reçu plus de 4000 demandes. Et après, vous voyez que pour les astromères, on a reçu 550 demandes, pour les tulipes, 440, pour les agapantes, 70, et puis après, pour certaines espèces, évidemment, beaucoup moins. Donc pour les cyclamènes, 11, et les abélias, 33, et le cannabis, je pense qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé par cette espèce, depuis le début du système, plus de 80 demandes. Donc ça dépend vraiment des espèces, des genres. Donc, en conclusion, ce système européen, on a vu, continue à attirer toujours de nouveaux obtenteurs, et c'est une bonne nouvelle. On voit le nombre de demandes qui est en légère augmentation. C'est le régime le plus important au niveau mondial, dans le sens où donc, il y a un regroupement des 28 États membres au niveau européen et que par une procédure, on obtient un titre de protection qui est valable sur l'ensemble du territoire. Et c'est un système qui marche très bien grâce à une bonne coopération avec chaque autorité nationale, donc chaque État membre et chaque centre d'examen, et également les représentants d'organismes d'obtenteurs qui sont partie prenante dans nos réunions, nos conseils d'administration, et qui sont la voix des obtenteurs et permettent de faire évoluer le système dans le bon sens. Donc, vous trouvez plein d'informations sur notre site web et puis aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, on est disponible maintenant pour répondre à vos questions. Merci. Laetitia et Jean, un grand merci pour votre intervention et votre présentation qui était très claire et merci aussi d'avoir pris le temps de répondre à certaines questions que j'avais envoyées en amont pendant la présentation. Je voulais juste insister sur le fait que j'ai été utilisateur pendant longtemps du système en tant que sélectionneur et en tant que responsable de la protection intellectuelle en Europe. Et mon expérience d'utilisateur, je pense que c'est important de le dire, c'est que c'est un système qui est très bienveillant. À chaque fois que j'ai eu des questions à poser, j'ai toujours eu des réponses extrêmement rapidement, avec beaucoup de clarté des interlocuteurs et les experts ont toujours été vraiment, pour moi, au service de mes demandes et de mes questions. Et je pense que c'est très important aussi de le souligner auprès des participants. Ça n'est pas un gros système administratif où quelque part les demandes nous échappent et qu'on ne comprend pas. C'est vraiment un système qui est fait pour aider les obtenteurs à chaque étape. L'heure est venue, je pense, de passer la parole aux participants, aux gens qui ont assisté à la présentation et de savoir s'ils ont des questions plus précises à poser à nos intervenants du jour. Alors, vous pouvez les poser par le chat ou vous pouvez aussi allumer votre micro et les poser oralement. Alors, pour l'instant, je n'ai aucun commentaire, aucune question. Alors, je pense que c'est un bon signe, effectivement, c'est le signe que vous avez été extrêmement clair et que vous avez répondu à toutes les attentes de nos participants. Moi, j'avais une question supplémentaire qui n'est pas forcément très facile. Si j'ai une variété intéressante parce qu'elle a une composition particulière, par exemple une plante ornementale, mais qui aurait une composition particulière, enfin une concentration particulière pour fabriquer de l'huile essentielle, ou pour des plantes, voilà, qui sont exploitées, pour des espèces qui sont exploitées pour leur composition biochimique, peut-on considérer que ça fait partie du phénotype de la plante? Est-ce que ça peut être considéré à un moment comme un critère distinctif? Alors, pour répondre à cette question, là, ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer d'établir la distinction sur la base des caractères traditionnels, je dirais, les caractères qui sont dans le protocole au moment de l'examen technique. Si cette variété se distingue par un des caractères morphologiques de couleur de feuilles, de fleurs, on ne va pas aller dans l'étude de ce caractère physiologique de teneur en huile essentielle, ou on ne va pas l'étudier pour l'ajouter à la fiche descriptive et donner un élément supplémentaire à la fiche descriptive.
Ce n'est pas le but de la fiche descriptive. Toutefois, il est arrivé que deux variétés ne soient pas distinctes sur la base de ces caractères traditionnels qui sont dans le protocole. Et dans ce cas-là, il y a une procédure qui existe de possibilité d'étudier des caractères additionnels qui seraient en effet distinctifs. Et du coup, il est possible d'envisager d'étudier à ce moment-là des caractères de la teneur en huile, en différentes choses, sous réserve qu'il est possible de mettre en place un protocole qui soit faisable, qui soit aussi correct. Et cette décision d'utiliser ou non ce caractère additionnel dans la procédure est prise par le président de l'OCEV. Il a ce pouvoir d'accepter de baser la distinction pour une paire de variétés sur un caractère additionnel. Dans ce cas-là, il y a toute une procédure à suivre. On va mettre en place un protocole, on va étudier ce caractère, être sûr que la différence observée pour ce caractère est suffisante et on pourra à ce moment-là l'ajouter dans la fiche descriptive et on peut le prendre en compte pour la distinction. C'est seulement si on n'a pas pu faire la distinction autrement. D'accord, entendu. Donc seulement si on n'a pas d'autres moyens. Entendu. Merci pour votre clarté. Donc on a une question qui concerne les variétés population. La question est quelles sont nos options si nous souhaitons protéger une population? Les options. Ouais, ça dépend alors, ça dépend du mode de multiplication de la variété. La population, c'est souvent multiplié par semence. Donc là, on va regarder l'aspect qui va être un peu délicat, c'est l'évaluation de l'uniformité, de l'homogénéité. On évalue pas l'homogénéité du mode de propagation des variétés. On attend un niveau d'homogénéité beaucoup plus élevé s'il s'agit d'une multiplication végétative que s'il s'agit d'une multiplication par semence, en particulier par pollinisation ouverte. Donc, il n'est pas exclu que des populations puissent être protégeables. C'est un peu plus délicat pour les espèces où il peut exister aussi des variétés à multiplication végétative, parce que il faut faire qu'une population ne couvre pas un nombre important de variétés potentiellement multipliées végétativement. Donc, il faut discuter un petit peu plus précisément de l'espèce, de la situation. C'est difficile de donner une réponse générale, mais il y a des espèces en particulier agricoles ou potagères qui sont des populations et qui sont protégeables. La difficulté aussi dans ces cas-là est d'arriver à décrire la variété. Du coup, on a souvent une vue plus large des caractères. Obtenir une fiche descriptive, c'est compliqué. Dans certaines espèces agricoles, il existe des descriptions avec des fréquences d'observation. Mais c'est pour l'instant limité au secteur agricole. D'accord, merci pour votre réponse claire. On a eu aussi récemment une question plus générale en termes de stratégie de quelqu'un qui produisait, enfin qui visait à obtenir des hybrides à partir de lignées. Et sa question était, mais quel est l'intérêt stratégique à protéger des hybrides dans la mesure où si un concurrent n'a pas les lignées parentales, il ne peut pas produire de la semence hybride? Ah, c'est une question très générale et une question très stratégique. Est-ce qu'on a le temps d'y répondre? Oui, très simplement, demander aux planteurs de tomates. Ils ont des gros problèmes, en particulier, évidemment, il peut être intéressant, par exemple, pour les tomates, de multiplier les hybrides végétativement compte tenu du prix de la semence. Simplement pour illustrer avec un exemple, alors naturellement, c'est pas valable pour le maïs, mais c'est une des raisons pour lesquelles maintenant, on a par exemple, dans le domaine des potagères, beaucoup plus de demandes de protection des hybrides eux-mêmes, parce qu'on peut aussi les multiplier. Et si on multiplie alors beaucoup d'espèces, les planteurs ont souvent eu la stratégie de ne protéger que les lignées parentales, comme vous dites fort précisément. Si on n'a pas les lignées parentales, on ne peut pas reproduire l'hybride. Maintenant, si les lignées parentales sont protégées, l'hybride ne l'est pas. Et donc, on peut tout à fait multiplier végétativement. C'est une raison. Tout à fait. Et votre réponse est d'autant plus pertinente que c'était bien une question relative à la tomate.
Et il y avait un commentaire aussi qu'on pouvait ajouter, c'était la mise en garde contre ce qu'on appelle le midnight breeding, qui est que voilà, on peut se dire je suis le seul à avoir ces lignées, mais il faut pouvoir en assurer la sécurité totale. Oui, beaucoup d'obtenteurs choisissent en effet de protéger les lignées, très souvent s'il n'est jamais exclu que une ou deux semences issues de lignées directement puissent subsister et donc elle peut être disséminée, bien que ça n'en soit pas l'intention. C'est une raison pour laquelle il est stratégique effectivement de protéger les lignées. Alors dans les secteurs ornementaux, on a très peu de demandes de lignées. Il y a des grosses espèces, hein, par exemple la pensée, par exemple pour lesquels ce sont des hybrides. En fait, les semences sont produites dans des espaces qui peuvent être utilisables, plus confinés. C'est en tout cas ce que je comprends de la stratégie des obtenteurs, raison pour laquelle il est peut-être moins nécessaire, parce qu'il y a moins de risques que ces lignées échappent, leur contrôle échappe à l'obtenteur, moins nécessaire de les protéger. Entendu. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. On a atteint l'heure de fin de ce webinaire. Je vous remercie encore en tant qu'intervenant d'avoir accepté notre demande. Merci de transmettre également nos remerciements à Sergio Semon qui a été notre porte-parole dans cette demande. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous adresser à VG Police et vous pouvez vous adresser à l'OCVV. Et nous, de notre côté, on fera toutes les mises en relation nécessaires. Je vous rappelle que nous avons un épisode 2 du webinaire, des webinaires sur la protection des variétés végétales qui aura lieu le 5 octobre et qui sera consacré cette fois-ci au système PRISMA de l'UPOV, l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Et puis, il faut savoir aussi qu'on est en train d'essayer d'organiser actuellement un épisode 3. Donc, je vous en dirai pas plus pour le moment parce que rien n'est certain, mais nous communiquerons par les canaux habituels si nous arrivons à organiser cet épisode 3. Merci encore à tous. Merci aussi à Violaine qui m'a assisté et qui a pris en charge la partie technique de ce webinaire comme des autres. Et puis donc, rendez-vous pour l'épisode 2. Merci à tout le monde et puis bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.